Herzlich willkommen zum E-Mobile Online Forum Roaming im Ladenetz. Bienvenue. Tout le monde qui m'écoute en allemand, vous êtes dans le bon canal. Traduction se poursuit. Ich bin Can Güler von der Fachgesellschaft E-Mobile bei ElectroSuisse. Moi, je suis Jean Gull de ElectroSuisse et j'aimerais bien remercier les responsables pour le soutien de la part de Énergie Suisse et GoFast. Vous ne pouvez ni partager caméra ni microphone, mais vous pouvez poser des questions. Pour poser les questions, vous avez un lien dans le chat ou bien vous pouvez utiliser le code QR avec votre smartphone et vous le scannez. Ainsi, vous arrivez sur le site, sur le site de Slido pour me poser les questions. Vos questions seront traduites et ainsi tout le monde peut participer. Après cet événement, vous obtiendrez la présentation en PDF ainsi qu'un questionnaire pour avoir un feedback. Maintenant, j'aimerais bien vous présenter Adrien Hannen de GoFast. Il y travaille depuis 3 ans et il a fait une formation de planificateur électrique. Il était à l'Haute École Technique et il est l'expert quand il s'agit du roaming dans le réseau de recharge. Adrien, je te donne la parole. Merci beaucoup, Jan, pour cette introduction. Je souhaite la bienvenue à tous les participantes et maintenant on va commencer. Donc, pour tous ceux qui sont un peu perdus maintenant, donc on a effectivement la présentation roaming dans le réseau de recharge. Donc moi j'aimerais bien faire une petite introduction au sujet pour pouvoir arrondir tout ça et avoir une base assez stable. Donc quand j'ai préparé cette présentation, je pense que ceux qui connaissent le roaming, ils savent que c'est un sujet assez technique, mais ce que j'ai préparé dans ma présentation, c'est quelque chose de assez logique et simple pour ceux qui ne sont pas des techniciens de formation. Et j'aimerais bien leur présenter ce qui est important quand il s'agit de démarrer et d'opérer une station de recharge. Donc le programme d'aujourd'hui, les prochaines 35 à 40 minutes. Donc moi j'aimerais bien parler de mon employeur, GoFast. Et après j'aimerais bien expliquer ce que c'est un back-end pour que tout le monde ait les bonnes bases. Après un peu de terminologie concernant le back-end. Quelques termes qu'on écoute souvent et pour qu'on puisse savoir ce que ça veut dire. Après le roaming, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est bien ou mal? Quelle sorte de roaming existe? Et à la fin encore un exemple du quotidien de recharge. Donc je pense que notre agenda est assez rempli et j'aimerais bien commencer. Donc qui est GoFast? GoFast, c'est une entreprise suisse qui a été fondée en 2016 et avec un site et maintenant on a déjà 84 sites où la semaine prochaine on aura même 85 sites. Donc de 1 à 85 sites dans quelques années. Notre objectif, c'est l'approvisionnement en énergie durable en Suisse. Donc, ici, vous voyez la carte suisse. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est représenté un peu partout, surtout sur le Gothard, sur le chemin du Gothard. GoFast, c'est Gothard Fast Charger. Et donc, ce chemin, cette tracé vers le Gothard, c'est notre tracé principal. Et c'est ainsi que les sites
sont, donc avec un toit ou sans toit, avec beaucoup de camions, avec beaucoup d'espace pour les camions, avec seulement des petits véhicules. Donc on a un portfolio vaste de sites. Et en Suisse, des fois, c'est un peu compliqué de recevoir les sites, mais c'est ce qu'on a pour l'instant. Donc ça, c'était un petit intermezzo de notre partie pour que vous ayez les bonnes bases pour le prochain grand sujet. Donc, qu'est-ce que c'est un back-end? C'est une bonne question qu'on se pose souvent et j'aimerais bien commencer avec une station de recharge. Donc des stations de recharge, il y en a beaucoup. Il y a des wallbox, on peut les mettre sur sol et ils ont de l'énergie, ils sont illuminés, on peut recharger. Mais par contre, il n'y a pas de back-end dans beaucoup de bornes de recharge. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Donc cette borne de recharge, elle est solitaire. Elle ne peut pas communiquer ses besoins aux autres. Elle a besoin d'un technicien, par exemple, parce qu'elle ne se sent pas bien. Quelqu'un veut recharger. Est-ce que je peux donner de l'énergie à ce véhicule? Une station de recharge sans back-end va distribuer de l'énergie à n'importe qui si elle n'a pas été configurée d'une manière spécifique. Est-ce qu'elle peut recharger sans ou avec restriction? Le processus de recharge coûte 25 francs. Qui va payer ça? Et vous le connaissez bien sûr vous-même aussi de votre ordinateur de bureau. Il y a des updates qui viennent, et il y a des nouvelles fonctions et des nouveaux défauts bien sûr. Donc il y a des updates firmware qui seraient sympas aussi. Donc vous voyez cette station, cette borne de recharge qui est un peu seule, sans back-end. Et c'est là où on commence avec le back-end. Donc qu'est-ce qui sont les tâches d'un back-end? Donc, un back-end, il identifie, il autorise les utilisateurs possibles d'une borne de recharge. Le back-end tarifie et comptabilise les processus de recharge. Le back-end administre les sites, les utilisateurs, les stations de recharge, fait un regroupement et il rend plus visible la station de recharge de manière automatique. Donc ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui parce qu'on a un bon nombre de stations de recharge, mais malheureusement, si vous regardez dans votre véhicule, il y a des outdates d'informations. Des fois, il y a des nouvelles choses qui viennent. Et ça, c'est des choses que le back-end rend visible aussi. Et après, ce qui est important aussi concernant l'opération, il y a un monitoring, une surveillance à distance des stations de recharge pour que quand la borne ne va pas bien, on peut faire quelque chose et on peut faire un diagnostic à distance. Par exemple, avec un hotline, quand il y a un client qui est à la borne de recharge un matin à 2 heures du matin, donc là, peut-être on peut libérer une recharge et redémarrer un processus de recharge. Donc, il y a ou bien des updates de logiciels. Après, il y a beaucoup de données qui sont connectées avec le processus de rechargement. Et donc, il y a des statistiques et un contrôle des chiffres et une mise à disposition de ces données pour les statistiques, effectivement. Donc après, il y a un soutien du management de charge. Et après, le back-end, c'est aussi la base pour un roaming qui fonctionne bien. Donc vous voyez qu'un back-end, ça c'est vraiment quelque chose de multifonctionnel avec beaucoup de tâches. Donc qu'est-ce que c'est un back-end? Est-ce que c'est un miracle multifonctionnel ou seulement une black box? Donc c'est difficile à dire. Dans les prochains 2 diapos, j'ai essayé de vous donner un petit aperçu de ce que c'est un back-end. Et donc on va commencer avec le variant one-stop shop. Donc en général, un back-end, c'est un logiciel de cloud donc, qui est placé quelque part dans le monde sur quelconque serveur. Et dans la base, il y a une core fonctionnalité, donc une fonctionnalité de source, de core, de cœur. Et après, il y a le variant One Stop Shop aussi. Et là, il y a beaucoup de modules particuliers. Ceci comprend aussi
cette fonctionnalité dans le back-end. Donc les statistiques, le CRM, le management des utilisateurs. Donc tout ça donne un grand image qui est bel et bien quand on a une grande pièce, comme par exemple un aéroport qui a tout, qui comprend tout aussi. Donc ça c'est pareil ici, avec tous les éléments. Ce qu'on a aussi pour des tiers et pour des logiciels, c'est des API, c'est des interfaces vers l'extérieur. Donc c'est ainsi que un back-end peut être. Ou bien, il peut être aussi comme ça, plutôt modulaire. Donc ça, c'est un back-end avec une software, un logiciel de cloud qui a certaines fonctionnalités qu'elle gère plutôt bien et dont le producteur dit que, ok, d'accord, ici on a 100 000, une facture pour 100 000 clients, est-ce que j'ai besoin d'une solution ERP ou est-ce qu'on peut avoir une interface directe vers un partenaire ou bien quand il s'agit du module statistique, est-ce que je ne peux pas absorber les données avec un Power BI et les représenter de manière globale. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà utiliser, une interface avec laquelle on peut interagir par exemple. Donc de base, on peut dire que c'est seulement le back-end qui fait d'une borne de recharge un point de recharge intelligent, fiable et intéressant pour la production, pour la création d'en valeur. Et ça, là, on a besoin de la hardware et de la software, donc du logiciel cloud dans l'arrière-plan. Après, tout d'abord, j'aimerais bien maintenant parler du lexique, donc de la terminologie concernant le back-end. Moi, je suis un humain, donc moi, j'ai juste noté 4 termes que j'aimerais bien vous donner pour que ça ne devienne pas trop pour vous. Donc, tout d'abord, il y a le OCPP, le Open Charge Point Protocol. C'est un protocole de communication entre le back-end et les bornes de recharge. Donc, vous ne devez pas savoir ce qui est transféré ici et vous devez juste savoir que ce protocole existe. Après, il y a aussi le terme CPO, c'est le Charge Point Operator. Donc ça, c'est l'entreprise qui produit la hardware et qui produit les plugs, les connecteurs pour le grand public. Donc ici, un exemple pour un CPO, c'est GoFast par exemple, c'est nous. Après, il y a une forme mélangée entre les CPO et les IMSP. Donc, c'est Charge Point Operator et E-Mobility Service Provider. Donc, ça, c'est un mélange hybride entre quelqu'un qui qui a des points de recharge propres, mais qui servait aussi d'autres points de recharge qu'on peut libérer avec une application sa carte. Donc un exemple ici c'est SwissCharge. Ils ont leur point de recharge, mais ils donnent aussi la possibilité d'utiliser d'autres points de recharge et de les libérer pour l'utilisateur. Et après, on a le EMSP pur et propre. Donc ça, c'est le E-Mobility Service Provider. Donc ça, c'est une entreprise qui n'a pas de point de recharge propre physique. Donc ça, c'est une entreprise qui gère uniquement des contrats avec d'autres opérateurs de points de recharge et on peut travailler avec une carte et une application avec eux pour libérer des points de recharge. Donc un exemple ici c'est Elva. Pour effectivement, vous voyez un peu les différences ici. Donc d'un côté on a le CPO, la hardware, et après on a CPO et MSMP, hardware plus logiciel, et après on a le EMSP, le service pur et propre. Donc ça c'est les 4 termes qui sont importants pour vous. On l'a déjà entendu, vous pouvez, donc du coup maintenant vous savez ce que c'est et je vais les mentionner au cours de ma présentation. Et donc il y a des termes qu'on peut comprendre dans le contexte et donc maintenant je vais parler du
sujet des thèmes que j'ai déjà annoncés, donc du roaming. Donc, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de roaming? Je peux vous dire en tant qu'automobiliste électrique, je suis allée en Norvège, c'était très intéressant. On y est allé avec un véhicule électrique et à un moment donné, on n'avait plus d'accumulateur, enfin l'accumulateur il était vide. Et après on était en Norvège. Et en Norvège il y a des points de recharge un peu partout. Donc ainsi on est allé à une borne de recharge, un opérateur de mobilité avec des propres bornes de recharge. Et là on voulait charger. Mais pour charger il fallait télécharger l'application de cet opérateur où il fallait avoir la carte. Donc c'est un peu compliqué. La carte, tu la reçois seulement si tu présentes ton CV et l'application, tu pouvais pas seulement la télécharger si tu as un téléphone norvégien. Donc après, on était en Norvège dans un autre lieu où il y avait l'opérateur bleu ici sur le diapo. Donc ici, pareil, le problème c'était que c'était fermé pour vous et c'était seulement possible de l'ouvrir si on télécharge l'application ou si on a la carte norvégienne. On n'avait plus beaucoup d'énergie. On est allé chez l'opérateur numéro 3 et pareil, donc le même problème. Et donc finalement, on y est avec beaucoup de bornes de recharge et on ne peut pas charger la voiture. Et à la fin, on a quand même réussi. Et je vous dirai après comment on a réussi de faire. Donc le problème de base, les opérateurs qui ont leur propre silo et qui ne rendent pas vraiment accessibles leurs produits. Et c'est pour cela qu'on a le roaming. Et le roaming, ça peut vraiment soulager. Parce que si on a introduit une fonctionnalité roaming et parmi ces opérateurs, ces différents opérateurs, et si j'ai toujours pas d'énergie dans ma voiture, dans mon accumulateur, je pourrais aller chez l'opérateur numéro 1. Si j'avais une carte, je pourrais charger là. Pareil avec l'opérateur 2 et pareil avec l'opérateur numéro 3. Si seulement on avait effectivement la fonctionnalité roaming qui est disponible pour tous les trois opérateurs. Donc, parlons-en davantage. Donc, les fonctionnalités roaming, on va les élargir et on va introduire un quatrième acteur, le propre EMSP. C'est l'entreprise qui n'a pas de propre hardware, mais qui propose seulement des services. Donc, ici, on a Elva, par exemple. Je n'ai toujours pas de batterie, pas d'énergie. Et maintenant, avec l'application, avec la carte de l'opérateur de mobilité, je peux charger chez les opérateurs, les autres opérateurs. Donc ça, c'est vraiment le miracle du roaming, que tout genre de mélange est possible. Pour que la batterie soit pas vide et pour qu'on ait accès à l'électricité. Donc, conclusion, roaming rend possible la mobilité électrique telle qu'on se l'imagine. Là où je dois introduire de l'énergie dans le véhicule, là, je peux introduire de l'énergie avec une carte de recharge ou bien avec avec un contrat de service. Quel genre de roaming existe? Nous avons la possibilité de travailler avec trois opérateurs ici par exemple qui sont différents, qui ont des différents noms mais qui utilisent le même back-end, le même logiciel back-end. Donc l'opérateur numéro 1, il utilise l'administration la même software, le même logiciel que l'opérateur numéro 2. Donc, pour quand même pouvoir séparer les unités dans le software et pour aussi faire du roaming avec les différents opérateurs.
Pardon, il y a une interférence. On entend des participants. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, les trois opérateurs utilisent le même software, donc le même logiciel, et on peut utiliser le roaming qui est intégré dans la plateforme de cette software backend. Ça s'appelle Marketplace. Et c'est comme ça qu'on a des différentes unités, des différentes entités, mais on peut quand même utiliser le roaming avec tous les trois opérateurs. Donc ça, c'est le roaming intégré dans la plateforme. Si maintenant on a par exemple l'opérateur 1 et l'opérateur 2 qui utilisent le même logiciel back-end, l'opérateur numéro 3 a une autre software back-end qui a aussi des fonctionnalités roaming. Et donc là, on a des plateformes roaming pour connecter les différents softwares, les différents logiciels de back-end. Ici, je vous ai montré, je vous donne l'exemple de Object et de JRev, qui sont des plateformes standardisées avec une software basée cloud, connectée avec une software basée sur le cloud. Et ainsi, c'est possible de juguler entre les différents opérateurs. La troisième option, c'est roaming sans tout. Donc, ça, c'est des connexions directes entre le logiciel back-end par l'interface OCPI. Donc, quand on a l'opérateur back-end numéro 1, là, on a un technicien, il y a un technicien de l'opérateur numéro 2, il y a un standard qui n'est pas défini, mais et eux, ils élaborent l'interface. Il y a beaucoup de questions, donc comment est-ce que tu envoies, quand est-ce que je reçois quel signal, etc. Est-ce qu'on doit filtrer quelque chose? Donc ça, c'est une intégration dédicée entre deux opérateurs de back-end. Ceci peut être très facile quand les deux techniciens sont assez aptes, mais ceci peut être assez compliqué quand il y a des thèmes, des sujets de base qui sont différents quant à la construction de la base de données, par exemple du télégramme de données. Donc on a trois variants. On a la fonctionnalité interne de roaming avec un logiciel pour tous, et après on a la fonctionnalité d'une plateforme de roaming, une software différente par des tiers. Et après, on a montré aussi la possibilité de travailler avec un back-end avec une interface dédiée et de le connecter ainsi. Et maintenant, il y a d'autres termes qui sont importants. Donc, ici, il y a quatre termes qui sont vraiment explicites pour le roaming. Il ne faut pas les apprendre par cœur, il faut juste l'avoir écouté et voilà. Donc, on a le OCPI, c'est le Open Charge Point Interface, c'est un protocole ouvert pour la connexion entre backend et les plateformes roaming. On a le OECP, le Open Interchange Protocol, donc c'est un protocole ouvert qui est responsable pour la connexion d'un back-end avec la plateforme de roaming de Hubchecked. Donc après, on a aussi le OCHP, le Open Clearing House Protocol. Donc ça, c'est responsable pour la connexion entre la plateforme roaming et le back-end. Et à la fin, on a aussi encore le EMIP, le protocole interopérationnel et mobility, donc qui est responsable pour la connexion des back-ends avec les plateformes de roaming de JRev. Donc ici, on voit une vraie grande famille de protocoles qu'on utilise, et n'importe si c'est dans le roaming ou dans la communication en général. J'espère que ça ne vous a pas complètement perturbé tous ces termes, mais il faut juste l'avoir écouté une fois pour savoir ce que c'est. Et après, je ne vais pas faire une interrogation si vous avez mémorisé tous les termes, bien sûr. Conclusion, les différents types de roaming de protocoles sont la base avec
sont la base pour notre liberté de recharge ensemble avec la fonctionnalité du back-end. Donc, ceci veut dire que vous pouvez charger partout et de manière très fiable votre véhicule. Maintenant, j'aimerais bien parler d'un exemple du quotidien de recharge. Donc, les prochains diapos ici sont pleins de contenu. J'aimerais bien vous montrer ceci. Donc, on aimerait bien charger sans roaming, comme on l'aurait bien aimé faire à l'époque en Norvège. Donc ici à gauche, vous voyez notre véhicule avec la batterie à 0%. Après, on connecte le véhicule avec la borne de recharge. Là, il y aura une communication entre le véhicule et la borne de recharge concernant le processus de recharge. Après, on montre la carte et après la borne de recharge envoie par OCPP, donc ça c'est le protocole entre la borne de recharge et le backend. Donc la station envoie une demande d'autorisation. Il dit hey backend, est-ce que tu connais ce client? Le backend il dit oui c'est monsieur machin et je le connais et donc tu peux te libérer pour ce véhicule de monsieur machin. Et la borne de recharge, après, communique avec le véhicule pour une session de recharge. Il y a deux ordinateurs qui se connectent. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et ici, ça marche. Donc, il y a le processus de recharge qui commence. La borne de recharge, elle dit, OK, à 13h15, j'ai démarré la recharge. Le backend, il dit, ouais, OK, ça marche. Et après, il crée le CDR, le Charge Data Record. Et après, la borne de recharge envoie dans des intervalles réguliers des informations au back-end. Donc si le véhicule il dit ok, ma batterie maintenant elle est à 100%, arrêtez le processus de la session de recharge et donc ici, comme ça on envoie aussi au back-end le temps de fin de recharge. Donc dans le Charge Data Record, on a les données concernant le temps de démarrage, le temps de fin de recharge et de l'énergie qui a été absorbée pour que le back-end après peut calculer les coûts de recharge. Donc là, il y a des tarifs assez arbitraires qui sont dans le back-end, des différentes formes mélangées, etc. Avec un tarif de démarrage en général, ou sans, ou voilà, tout ce qu'il y a. Et après, il y a une interface, un protocole qui montre ça sur l'application de l'utilisateur avec effectivement ces données du backend pour que l'utilisateur peut voir dans son application, ok, dernier recharge, 13h15, 13h30, ça m'a coûté 3 francs par exemple. Ceci donc est important pour que quelqu'un veut charger dans un monde facile, mais le monde il n'est pas facile en général, donc on a entendu beaucoup de choses concernant le roaming. Donc, qu'est-ce qui se passe si on veut charger par une plateforme de roaming? Je vous ai dit que il y a pas mal d'informations ici sur le diapo. Donc ici, on a notre véhicule, notre carte et notre borne de recharge. Donc ça, c'est une carte de l'opérateur numéro 3. Mais on le met dans une station de l'opérateur numéro 1. Mais le roaming, il est possible et maintenant, l'opérateur 1 et 3 doivent se connecter par une plateforme de roaming, soit Hapcheck, soit Jiref par exemple. Le déroulé, c'est le même. Donc la station de recharge demande au backend et il y a quelqu'un, est-ce que je peux le libérer avec sa carte? Le backend de l'opérateur numéro 1, il dit je ne connais pas ce monsieur, il n'est pas mon client, mais je vais demander mon ami par la plateforme roaming où on retrouve monsieur machin. Donc le backend de l'opérateur numéro 3, il dit ah oui, c'est mon client, il a un contrat de recharge chez moi et il a payé toutes les factures, donc vous pouvez libérer. Et c'est comme ça que l'autorisation est donnée pour la recharge et la station démarre la recharge. Donc il y a un CDR qui est généré et à la fin de
du processus de recharge, il y a le temps de fin. Donc, ce qui est marqué aussi. Après, il y a un peu de magie qui se passe aussi. Donc, il y a l'opérateur numéro 3. Avec l'opérateur numéro 3, il calcule le tarif pour monsieur machin, donc les coûts de recharge. Et maintenant, on se demande, est-ce que c'est juste ou d'où vient tout ça? L'opérateur, il a son infrastructure de recharge et il a utilisé de l'électricité, du courant, et donc il y a l'opérateur énergique qui donne une facture parce qu'il y a des coûts qui ont été générés. Mais avec le CDR qui est généré, chez l'opérateur numéro 1, on génère aussi une sorte de facture qui, par contre, par le roaming, est transféré vers l'opérateur numéro 3. Donc l'opérateur numéro 3 doit donner ses coûts de recharge ou doit payer ses coûts de recharge à l'opérateur numéro 1 et après le client, il paye un peu plus ou le même tarif. Donc pour effectivement égaliser les coûts de recharge. Donc je n'ai pas démontré tous les flux de paiement, ce qui est assez compliqué aussi parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, d'assez profond. Mais ici, juste pour comprendre, le système de recharge avec une plateforme de roaming, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un véhicule qui va vers l'opérateur numéro 1? C'est un bon opérateur parce qu'il y a tout le monde qui va vers l'opérateur numéro 1 et après on a un EMSP qui est derrière tout ça qui se coordonne avec le connecteur numéro 1 avec une connexion OCP directe avec un backend sans roaming, sans plateforme roaming. C'est, je dirais, la même chose. Juste la seule différence ici, c'est que le protocole du OCPP change vers OCPI, mais après le déroulé, ça reste le même. Il y a moins d'interface, il y a peut-être donc aussi moins de données qui sont transférées par des prestataires de services qui gagnent un peu d'argent avec ces données. Donc c'est un peu plus simple. Le résultat à la fin, c'est toujours la même chose. Le véhicule est chargé dans le cas idéal parce que la communication elle a fonctionné. Ce que vous voyez ici de manière assez simplifiée a aussi beaucoup de choses qui se passent dans l'arrière-plan. Donc la borne de recharge a besoin d'un canal de communication vers le back-end. Normalement, il y a des cartes SIM ou des sites, des réseaux de sites qui sont utilisés, qui sont connectés avec l'Internet. Donc, si on donne sa carte, on a besoin d'un canal de communication fonctionnel. Le back-end doit être présent. Les back-ends doivent être connectés l'un avec l'autre, les bases de données doivent fonctionner. Donc, si la prochaine fois quand vous utilisez une voiture électrique et vous entendez ce bip, il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'arrière-plan déjà que l'on connaît peut-être pas trop. C'est beaucoup de petites choses qui sont interconnectées pour que on peut bien charger la voiture. Et donc, vous le connaissez peut-être aussi quand vous êtes en route, pas toutes les stations de recharge sont occupées. Des fois, les stations de recharge sont présentes, mais ne sont pas utilisées. Donc, quoi est-ce que cette station, elle fait quand elle n'est pas utilisée? Cette station, ça c'est quelque chose qu'on voit dans le back-end aussi. Donc, cette station de recharge, elle communique de manière régulière avec le back-end. Donc, elle dit au back-end et j'aimerais bien envoyer quelque chose. Donc, elle envoie un heartbeat, donc un battement de cœur, dans des intervalles réguliers. Après, il y a le back-end qui dit j'ai reçu ton battement de cœur, je te confirme que c'est arrivé. Donc, il y a tous les deux qui sont contents après.
L'intervalle, on peut le régulariser de manière assez libre, comme on le veut, mais ce qui est important, c'est que le backend obtient l'intervalle correct et la station de recharge a aussi le même intervalle, parce que sinon la communication ne fonctionne pas très bien. Parce que chaque backend ou chaque station de recharge a trois options. Donc, il y a deux battements de cœur qui peuvent être manqués avant déclencher un alarme ou un processus offline avec des settings qui sont prédéfinis. Donc, euh, donc, en ce qui concerne les activités de la station de recharge. Donc, le battement de cœur est important pour le backend pour confirmer que la station de recharge est encore apte à la communication, qu'il y a encore de l'énergie, qu'il n'y a pas d'erreur. Mais de l'autre côté, ceci est aussi utile pour voir si on peut faire des demandes, pour voir si on peut avoir des autorisations. Donc même si la station de recharge, elle est juste là et doit pas servir de l'énergie, il y a toujours des trucs à faire dans l'arrière-plan. Donc la prochaine fois, quand vous passez par une station de recharge, vous pensez quand même, ok, celle-là, elle a quand même déjà fait quelque chose. Donc, conclusion. Comme je l'ai dit au début aussi, dans le quotidien de recharge, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'arrière-plan très vite et de manière multilatérale, sans que la personne qui charge le prend en compte. Mais effectivement, dans l'arrière-plan, voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent, qui interagissent, et il y a beaucoup de morceaux de puzzle qui sont connectés pour que ça fonctionne. Et ça, c'est le vrai art du roaming. C'était tout de ma part et je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je redonne la parole à Jan pour qu'on puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup, Adrienne, pour tes explications. Il y a beaucoup de questions qu'on a reçues et j'aimerais bien commencer avec la première question. Dans le réseau mobile, on passe du roaming au système de recharge, au réseau de recharge. Donc le roaming dans le réseau mobile, c'est quelque chose du passé, mais le roaming dans le réseau de recharge, c'est quelque chose d'actuel. Pourquoi ça? Le roaming dans le système de recharge a toujours existé, mais il n'y a pas vraiment une analogie quant au réseau mobile des téléphones mobiles. Donc le roaming, c'est important pour nous pour avoir cette liberté de recharge. Quant au réseau mobile, on a toujours du roaming, même s'il n'y a plus de frais. Mais le roaming tel quel existe toujours dans les frais de base ou dans les coûts d'énergie. Donc il y en a toujours du roaming. Le roaming, il est présent partout. Mais c'est seulement la manière du roaming qui peut être remplacée, donc la connexion OCPI, mais qui coûte quand même quelque chose. Donc un opérateur de roaming, une plateforme, bien sûr, il gagne un peu d'argent avec ça. Donc le roaming va nous accompagner un peu encore. Peut-être ça c'est plus tellement présent avec le conducteur d'une voiture électrique. S'il a un bon contrat, c'est peut-être le même prix de recharge. Donc le roaming ici c'est dans l'arrière-plan, c'est pas important pour lui, mais il s'agit vraiment de son contrat et des intentions. Tu as déjà parlé du prix, donc roaming, c'est une connotation assez négative à cause des prix, des tarifs qui sont très hauts. Est-ce que dans le futur, il y a une réglementation de la hauteur des coûts des frais de roaming? Pour comprendre la structure des prix, des tarifs, si je vais commencer à parler de ça, on restera ici jusqu'à la fin de la journée. Donc, effectivement, le roaming, les capacités de roaming entre les opérateurs et les plateformes sont
assez limité de manière structurelle. Donc par exemple, je peux faire un offer to all. Donc je propose donc mon réseau de recharge à un tarif par kilowattheure fixé. La contrepartie peut accepter mon offre de roaming ou elle peut aussi élaborer un contrat bilatéral avec moi concernant l'offre roaming. Moi, j'essaye Moi, j'ai des différents prix peut-être dans mes stations de recharge et c'est pour cela que j'essaye de trouver une valeur moyenne. Donc, moi, dans mon offre, je dois vraiment couvrir toutes les éventualités lesquelles après je peux offrir à des tiers. Donc, ceci est important aussi pour des autorités de cartel, mais c'est assez compliqué de voir ce qui est inclus dans mon offre et je suis bien d'accord que la transparence dans le marché au roaming c'est assez compliqué et souvent le prix kilowattheure il est surchargé comme par exemple 90 centimes où ils font un prix de minute qui est vraiment très très haut donc le monde du roaming n'est pas assez simple que ça paraît mais et c'est pas assez transparent et pour tous les participants c'est un peu compliqué de comprendre, c'est un peu insatisfaisant parce que quand on a une voiture électrique on sait jamais combien ça coûte et après pour les opérateurs en soi c'est compliqué de retrouver pourquoi c'est comme ça donc après chez les opérateurs de service il y a aussi le EMSP une version hybride par exemple avec 500 000 points de recharge en Europe avec le même prix. Et par l'utilisation multiple, j'aimerais bien subventionner mon offre. Donc il y a plusieurs trucs, mais jusqu'à la transparence des prix, c'est encore un long chemin. Une question encore concernant le back-end que tu as présenté. GoFast, il utilise quel back-end? Nous, on utilise le back-end de SwissCharge, donc qui dans l'arrière-plan est le back-end de la Finlande. Ça, c'est la base de notre opération pour rendre accessibles les stations de recharge et pour être présent dans le roaming. Une question concernant le protocole OCPP, il y a 1.5, 1.6, 2.0. Quelle version est-ce que tu recommandes? Je recommande la version 1.6 en JSON, donc ça c'est le standard minimum pour moi. Concernant les stations de recharge, il faut vraiment regarder, veiller à ce que ça soit penché vers l'avenir. Donc 2,1 par exemple OCPP, c'est déjà soutenu. La version protocole, si on utilise le 1,5, il faut regarder si on a la vieille hardware ou si on peut élaborer la hardware. Donc, donc il s'agit aussi ici de la sécurité, il y a des fonctionnalités additionnelles. Chez OCP 2,1, il y a beaucoup plus de champs de données avec lesquels interagissent avec les stations de recharge. Donc, en comparaison avec les anciennes versions. Prochaine question, la facturation et le paiement par carte bleue, par carte de crédit. Ça existe déjà chez certaines stations de recharge. Est-ce que c'est possible aussi de faire ça dans toutes les stations? Qu'est-ce que tu peux dire quant à ça? Donc il y a des règlements législatifs avec un moyen de paiement indépendant, comme la carte de paiement par exemple, donc la carte bleue, carte de crédit. Il faut toujours l'avoir quand on recharge et l'opération d'un tel terminus de paiement crée des coûts aussi bien sûr. Et indirectement, il s'agit d'une communication avec le client sans connaître l'utilisateur. C'est une méthode de paiement anonyme et c'est un autre chemin de paiement. Et moi, je pense que
Ceci va s'établir qu'on peut recharger avec la carte crédit ou avec la carte bleue à beaucoup de points de recharge. Une autre question concernant ce thème. Si je n'ai pas de smartphone, est-ce que je peux payer ou est-ce que je serai finalement au bord de recharge mort et qui ne fonctionne pas pour moi? De base, je recommande aux personnes d'avoir une carte physique. Donc ça, c'est la meilleure chose qu'on a parce que ça fonctionne toujours. Parce que on a aussi appris que les réseaux mobiles, ça reste des réseaux. Et les réseaux, ils ont des trous. Les réseaux, en général, ils ont des trous. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, en théorie, vous pouvez y aller sans smartphone si vous avez la carte de recharge. Chez nous, vous pouvez aussi payer par carte crédit à des différents sites sans contact ou bien par un code QR qu'on peut scanner par le smartphone. Donc, un véhicule électrique moderne et refuser le smartphone, en vrai, ça marche pas vraiment. Mais en théorie, c'est possible. Donc une voiture moderne, électrique, carte crédit, carte RFI. Le plus simple, ce serait de mettre la borne de connecter la voiture et de faire du plug and charge, donc du chargement direct. Est-ce que c'est déjà possible dans vos stations? Chez nous, pas encore. Donc pour le client, c'est assez simple, mais dans l'arrière-plan, il y a différentes options. Donc, il y a le Tesla Supercharger, par exemple, et je mets le chargeur du même concern, et donc je charge directement la véhicule. Donc, le client fait le plugin et il charge. Donc, ça, c'est le variant numéro 1. Après, il auto-charge. Donc, ça, c'est une construction d'aide avec plusieurs opérateurs, donc Fastnet et NBV par exemple. Et ici, je dois connecter mon véhicule avec mon compte client pendant la première charge. Je dois le connecter de manière manuelle et ainsi on reconnaît le véhicule. Donc ce variant, l'autocharge, est un peu problématique parce qu'il y a la MEC ID du module de communication du véhicule qui est importante et il y a plusieurs producteurs qui ont une MEC ID pour une demi-million de véhicules et vous ne voulez pas payer les coûts de recharge pour tous les véhicules évidemment. Ou après il y a des législations qui sont compliquées avec la MEC ID, donc pour eux l'autocharge c'est pas une question. Après il y a le plug and charge dont tu avais parlé, c'est le ISO 15.11.8-2, donc c'est assez complexe parce que là on travaille avec des certificats de double authentification. Donc il y a un opérateur A et l'opérateur B. Le véhicule doit avoir des certificats aussi. Après on doit coupler le véhicule avec le contrat pour que l'opérateur C fonctionne pour le véhicule. Donc ceci dure encore un peu parce que pas tous les véhicules sont capables de plug and charge. Donc finalement, ce que je veux dire, c'est en ce moment, on ne peut pas encore faire le plug and charge chez nous. Mais c'est un projet pour l'avenir, évidemment. Donc, une autre barrière, c'est les prix avec Plug and Charge. Swissplay, je l'ai dans la voiture, mais j'ai le display dans la voiture, donc l'écran de la voiture, mais il y a beaucoup de stations de recharge qui n'ont pas de display, qui n'ont pas d'écran, et du coup, je ne sais pas exactement combien je dois payer. Est-ce qu'il y a des efforts dans ce contexte-là, des poussées pour traiter ce sujet-là, pour savoir avant de charger combien je dois payer déjà, donc quel tarif m'attend.
Du point de vue d'un CPO, j'aimerais bien dire que nous, on met à disposition notre prix par kilowattheure par point de recharge. Et ça, c'est quelque chose que nous, on aimerait bien continuer. Donc, si on a par exemple la carte SwissCharge, chez nous, on paye tout ce qu'on a pré-configuré. Ou bien on le voit dans l'application de recharge directement. Si j'ai une carte d'un autre opérateur et si je vais à une station de recharge GoFast et j'ai par accident un rabat, une réduction de 30 centimes de préférence. Là aussi, on peut libérer la charge par le roaming et on paye à notre opérateur des mobilités ces 30 centimes qui nous vire cet argent. Et donc pour nous, ça c'est assez compliqué parce que on ne sait pas si c'est monsieur machin qui utilise la carte de l'opérateur numéro 3 qui donc a un prix de préférence de moins de 30 centimes. Donc pour nous, c'est compliqué d'avoir ces informations tarifaires et c'est pas prévu d'avoir ces informations tarifaires dans notre client. Donc ça c'est quelque chose qui est assez compliqué. En vrai, on peut seulement demander si la carte elle est valide et si j'ai le droit de charger. Si on a le terminal de carte électrique de carte avec un prix fixe, là déjà peut-être on sait combien ça coûte parce qu'il n'y a pas de maintien dans ce cas-là spécifique. Le paiement par carte de crédit, elle n'est pas couplée au roaming. Donc là, il s'agit vraiment de la borne même. Ça, c'est correct. Est-ce qu'il y a déjà des lois prévues, des règlements prévus pour régler les tarifs? Par exemple, quant aux stations de service normaux, là, ils ont déjà mis des prix par kilowattheure. Donc, ça, c'est quelque chose où je mets par exemple 50 centimes par kilowattheure. Et donc, il y a monsieur XY de la Norvège qui a une carte exotique qui est couplée avec un opérateur de roaming exotique. Et lui, il pense qu'il paye 50 centimes par kilowattheure. Mais à cause du fait qu'il a une connexion roaming qui est compliquée, il paye d'un coup 1 franc par minute ou 1 euro par minute. Et ça, c'est compliqué parce que moi, je ne sais pas comment, moi, je ne connais pas le contrat du client. Mais oui, pour répondre à ta question, Jeanne, la transparence tarifaire, ça, c'est un point qui est important pour nous et pour le client, évidemment aussi. Donc, nous, on veut bien couvrir ça à travers les applications et à travers notre propre site internet, ce qu'on peut payer. Et quand il s'agit des paiements de carte de crédit, c'est déjà obsolète, évidemment. Beaucoup de bornes de recharge rapide suisse doivent être approuvées. Est-ce que tu peux me dire quelque chose quant à ça? La question, c'est est-ce que vous parlez du droit principal que le client paye seulement ce qu'il a retiré, donc ça c'est une autre question, ou la question s'agit des moyens de paiement. Donc là, il faut différencier encore. Parce que jusqu'à présent, si on parle du Eichrecht, donc c'est un droit spécifique suisse, donc là il y a une réglementation de la fédération qui est assez cachée. On avait une table ronde où on a été invité qui était intéressant pour la Suisse et qui montrait que en Suisse, on peut avoir une telle loi Eichrecht qui est analogue à la loi allemande. Donc là, il faut encore regarder dans notre branche. Ce que je peux dire de la part de GoFast, c'est que
on a eu une visite de Netas sur un des premiers sites et eux voulaient se rassurer que ce qu'on facture au client, que ça c'est correct. Et pour cela, on a créé une box de locataires avec notre opérateur et ici, on pouvait montrer aux personnes de Metas qu'on facture au bénéfice du client. Et donc, ainsi, le sujet n'était plus important. Donc, pour nous, c'est important que notre facturation soit correcte et on le vérifie à tout moment. Il s'agit aussi de la sécurité électrique. Et là, j'aimerais bien aussi dire qu'en août, on a un forum en ligne concernant le sujet de la standardisation, donc les standards qui existent et qu'il faut vérifier et qu'il faut respecter. On vérifie chaque station de recharge une fois par mois. Donc là, il s'agit de la sécurité de fonctionnement. On a des contrôles périodiques avec notre partenaire ElectroSuisse. Et nos sites et nos stations de recharge sont aussi prouvés par notre producteur. Donc, c'est tout vérifié et rassuré. Donc, concernant le protocole OCPP 2.0, est-ce que là, vous avez déjà des expériences? Donc, on en a déjà parce qu'il y a certaines bornes de recharge qui le peuvent déjà chez nous. Donc, par contre, le back-end doit faire la même chose aussi. Et donc, nous savons ce que 2,01 peut faire, mais c'est pas encore en application productive. Combien d'opérateurs de back-end y a-t-il en Suisse? On a appris que c'est un logiciel de cloud, donc moi je peux acheter ce que je veux. Les entreprises sont situées partout dans le monde. Combien d'opérateurs de back-end y a-t-il qu'on peut évaluer? Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, nous-mêmes, on est surpris des offres de logiciels. Il y a des bonnes offres. Et donc, moi, je ne dirais pas qu'il y a une spécification nationale. Il y a beaucoup de back-end qui existent globalement et c'est assez surprenant. Après, concernant une question concernant le prix, est-ce que moi, en tant que conducteur de voiture, est-ce que je sais auparavant ce que je dois payer à la station de recharge? De base, oui, si j'ai le bon abonnement avec le bon opérateur. Donc, moi aussi, j'ai un abonnement à un opérateur de mobilité électrique. J'ai un abonnement avec cet opérateur qui me rend possible de recharger à 500 000 points de recharge en Europe à des tarifs standardisés pour ne pas payer trop quand je suis en route de manière privée. Merci beaucoup. Je pense donc qu'on a répondu à toutes les questions. J'aimerais bien te remercier, Adriane, pour ta présentation, pour ce feedback et pour avoir pris le temps de répondre aux questions. Chères participantes, j'aimerais bien vous rappeler aussi que dans 2 semaines ou dans 3 semaines, on a le prochain forum en ligne concernant la gestion d'énergie dans la maison avec des panneaux solaires, avec la gestion des points de chaleur, etc. Donc, le lien d'inscription, on va vous l'envoyer ensuite. Donc, merci beaucoup, Adriane. Merci GoFast pour avoir rendu possible cette présentation. Et merci beaucoup à la Suisse à ElectroSuisse qui nous soutient pour ce forum. Chères participantes, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.
Merci de mon côté aussi et à bientôt.